un sujet compliqué. On va parler de la femme, non pas par le prisme du féminisme du XXIe siècle, mais la place de la femme dans la société à partir de 1793, c'est-à-dire la date de l'exécution d'Olympe de Gouges. Olympe de Gouges qui a écrit un livre qui est resté dans les annales de l'histoire, qui s'appelle La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Coucou Étienne. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence entre la Déclaration des droits de l'homme et des droits de la femme? Eh bien, Olympe de Gouges a voulu contrer les aspects lyriques de Robespierre pour y affirmer la place politique de la femme. C'est très nouveau en 1793. Alors déjà, on va s'éloigner des lieux communs. Non, la religion n'est pas de gauche. Aucune religion n'est de gauche. Donc toutes les sociétés qui sont gérées par des religions ne sont pas de gauche. Que ce soit le christianisme, l'islam, le judaïsme, ce sont toujours les catégories les plus aisées qui ont le plus de pouvoir et le plus de moyens financiers. Donc, non, la religion gouverne, oui, le peuple, mais pas pour le peuple. D'où l'opposition d'ailleurs de Marx par le peuple, pour le peuple, qui va jeter les bases du communisme, qui n'est pas d'ailleurs meilleur. Donc, quand on parle de la place de la femme, on ne parle pas de politique. On parle d'abord de faire un constat. À la Révolution française, l'homme et la femme ne sont pas égales. La marche des femmes, qui se veut être le point d'orgue du début de la révolution du peuple, après la prise de la Bastille, le peuple ayant faim et étant affamé par les industriels qui veulent obligatoirement, coucou ma Françoise, j'ai bien reçu ton message, je voulais t'appeler, mais j'ai pas eu le temps ce week-end, mais il faut que je t'aie au téléphone. Le peuple, donc affamé par les industriels, un petit peu d'ailleurs, vous voyez, comme le peuple de Gaza aujourd'hui, les riches vont au restaurant et les pauvres crèvent de faim. C'est la même chose à Paris pendant la Révolution. Les riches mangent à leur faim, et les riches ne sont pas forcément les nobles, et les pauvres crèvent de faim. Donc, marche des femmes, c'est-à-dire que les femmes vont chercher des réponses à leur famine chez le boulanger, la boulangère et le petit mitron, à savoir Louis XVI, Marie-Antoinette et le futur Louis XVII. En gros, ils n'ont plus de farine pour faire le pain étant la base de l'alimentation de l'époque. On va chercher le pain là où on pense qu'il est. Et les femmes vont ramener dans leur retour à Paris le roi, tout d'abord au Louvre puis aux Tuileries, pour enfin le Luxembourg, pour le ramener au plus près du peuple. C'est là, je ferai quand même ce petit rappel qui n'a rien à voir avec le truc, mais c'est là où on voit émerger notre drapeau, le bleu et le rouge étant la couleur de Paris, qui encadre le blanc du roi,
pour le ramener à Paris. Voilà la signification de notre drapeau. Et non pas, comme certains écologistes non instruits le pensent, Paris, la Vierge, le sang. Ce qui est totalement faux. Coucou Prout de Chatte. C'est Cory, je crois, un truc comme ça, qui se veut militant écolo, en cravate sur TikTok et qui ne connaît même pas la signification de son drapeau. Vous imaginez ce que ça peut donner derrière. Merci. Donc la femme n'existe pas sur le terme juridique du terme. La femme est sous tutelle ou curatelle, enfin vous l'appellerez comme vous voulez, constante, soit de son père, soit de son tuteur, soit de son mari, soit de son fils. Car on considère la femme trop faible pour qu'elle puisse se prendre en charge. Alors, il y a une thèse qui s'appelle la thèse de Garofalo. Garofalo, qui est un Italien, qui, aujourd'hui, on dirait le physique de l'emploi. Eh bien, lui avait considéré que les attraits du faciès et les mesures de la boîte crânienne pouvaient définir ce que vous feriez de votre vie. Donc il avait établi, et les juges s'en sont très longtemps servis, une nomenclature qui, selon la taille de votre crâne, la forme de votre nez, de vos yeux, pouvait faire de vous un homme malhonnête ou un homme honnête. Ce qui était quand même assez dangereux. Et Garofalo avait noté que la boîte crânienne de la femme, accrochez-vous parce qu'il faut l'entendre, était plus petite que celle de l'homme. Donc, le cerveau de la femme ne s'était pas développé comme celui de l'homme et ne pouvait donc pas penser et agir de façon raisonnée parce qu'il lui manquait une partie du cerveau. Je te jure que oui. Donc au XIXe siècle, en fonction de cette théorie fumante de Garofalo, la femme avait un plus petit cerveau que l'homme et donc elle n'était pas capable, elle était handicapée mentale. Donc on était obligé de faire les choses à sa place. Seulement, le problème, c'est que le 19e siècle et le 20e siècle sont émaillés de guerres. Or, qui fait la guerre dans le monde? Les hommes. Non, c'est pas devenu la norme du tout. La théorie de Garofalo a été relayée au début du XXe siècle aux oubliettes et on n'en a plus jamais parlé. Donc, s'il y a la guerre et que les hommes ne sont pas là pour produire des aliments, pour produire des produits manufacturés et produire des armes. C'est quand même assez extraordinaire. Si les hommes ne sont là ne sont pas là pour produire des armes, ils ne peuvent pas s'en servir. Coucou Mourad. Donc, on va faire appel, dès la guerre de 1870, à des femmes. Parce que les femmes, comme elles ont un petit cerveau,
je me suis servi beaucoup d'un reportage qui s'appelle L'émancipation des femmes, une histoire d'argent, que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur Public Sénat. Alors, je ne vous donnerai pas toutes les dates, parce que, mais alors c'est extrêmement intéressant de l'écouter. Par contre, mesdames, accrochez-vous. Parce que vous allez apprendre que au XIXe siècle, vous étiez moins importante que des enfants. Alors, Silver, je ne réponds pas parce que ce que tu fais, c'est une attaque raciste et on ne peut pas aller là-dedans. D'accord? Et c'est pas du tout. En fait, la boîte crânienne, elle n'est pas définie chez les Noirs comme chez les femmes au XIXe siècle. On pourra en parler si tu veux, mais ça vient de l'excroissance qui est derrière. Enfin, il y a tout un truc. Donc, mais je te dis pas que tu attaques. Ah non, non, à l'époque, elle le prenait super mal. Hein. Elle le parlait, elle le prenait extrêmement mal. Parce qu'à l'époque, en fait, on considérait la femme comme inférieure, mais inférieure aussi à l'enfant. Si bien que la CGT, et oui déjà, et les syndicats avaient obtenu que la femme ne travaille pas la nuit au même titre que des enfants. Ce sont ce qu'on appelle les lois de protection. Parce que la femme ne pouvait pas assumer de travailler comme un homme. Son cerveau n'aurait pas tenu, en gros. Ça n'a rien à voir, ça, Lila Belle. Encore une fois, ça n'a strictement rien à voir. Dérapez pas sur le truc. C'est pas là. Ce que tu parles, c'est du XVIIe et XVIIIe siècle, et on n'est pas du tout là-dedans. On est à partir on part de 1793. Donc, on parle pas du tout de ça, et c'est pas du tout comme ça qu'il faut. En plus, c'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses. Parce que si on demande de sauver la femme ou l'enfant, c'est simplement pour des raisons de filiation. Donc, on n'est pas dans le féminisme. On est dans la filiation, ce qui n'a strictement rien à voir. Là, on va considérer que la femme va servir l'État. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous expliquent que la femme était voilée au XIXe siècle, je vous invite à lire et à regarder ce passionnant reportage qui montre énormément de documents d'archives, photos et films. Et je peux vous dire une chose, vous ne verrez pas beaucoup de voiles. Et étrangement, coucou Valval, vous n'allez pas avoir un rôle de l'Église catholique extrêmement présent. Alors vous allez me dire, si la femme travaille, elle touche donc un salaire. Oui, mais au XIXe siècle, elle touche un quart du salaire de l'homme. Au même travail. Alors, la femme est assignée à des tâches souvent répétitives qui ne lui demandent pas de penser. Je sais, hein, c'est dur à entendre, mais allons-y une bonne fois pour toutes. Et qui ne lui demandent pas de prendre de décision. Oui, parce qu'une femme ne peut pas savoir la différence entre le blanc et le rouge. Donc, on dit que l'homme a créé la robotisation
pour soulager l'esprit étriqué de la femme. Bon, on va revenir dessus après. Donc la femme, même si elle a un salaire de 4 fois moins, touche de l'argent. La femme a donc un pouvoir d'achat. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais. Si la femme n'a pas le droit d'ouvrir un compte en banque courant, elle a le droit, sans l'autorisation de son mari, d'ouvrir un compte épargne qui fonctionne exactement de la même façon, sauf que l'argent rapporte au lieu d'être... Et le compte courant au 19e siècle n'existe pas plus que ça. Le bas de laine, bon, beaucoup de vous s'en souviendront, même dans les années 50, on a tous vu nos grands-pères et nos grands-mères mettre de l'argent de côté, en espèces. Alors la femme a le droit, sans l'autorisation de l'homme, de son tuteur, etc., d'ouvrir un compte épargne. Mais, c'est là que c'est drôle, si cette femme est mariée, elle ne peut pas, pour autant, retirer l'argent qu'il y a sur ce compte épargne, car la loi considère, accrochez-vous, que à ce moment-là, la femme vole son mari parce que la loi ne sait pas comment la femme a mis l'argent sur le compte épargne. Vous savez, un peu comme Mitra, le gourgandin de Marseille, qui va faire des vidéos en disant que je vole la carte bancaire de mon mari. Quand tu vis, ça fait 15 ans que tu vis avec quelqu'un, 3 mois, voler sans qu'il s'en aperçoive, surtout avec ce que je dépense, c'est quand même un petit peu compliqué. Voilà. Mais enfin, il n'a pas tout compris, parce que Mitra, il n'a pas tout dans sa tête. Pas dans les muscles non plus, il en perd pendant le chemin. Donc, ça c'était un petit truc, mais il fallait qu'on le dise. Donc la femme ne peut pas s'émanciper de son mari. D'autant que la femme du 19e est protégée par des lois qui l'infantilisent. Vous allez me dire, pourtant, est-ce que la femme va se résoudre à ça? Pas du tout. La femme va découvrir une chose dont tous les syndicats abusent aujourd'hui. La femme va découvrir le droit de grève. Coucou Colombo. Et le droit de grève, eh bien, il y a un flou juridique qui permet à la femme de faire grève de façon instantanée et temporellement illimitée. Pas chez les hommes. Ben oui, parce que comme il y a les lois de ségrégation entre les deux sexes, on a bien pensé que l'homme viril pouvait manifester pour ses droits, mais pas la femme. Donc la femme, à Lyon, va déclencher la plus grande grève industrielle du milieu du 19e siècle. Mais alors à un point qu'elles ont réussi ce que plus personne n'arrivera à faire aujourd'hui, à bloquer le pays complètement. Et est-ce que vous savez ce qu'on a fait aux femmes pour qu'elles reprennent le travail? Eh bien, on les a privées de salaire. Parce que jusqu'à cette grève, les grévistes étaient payés.
La seule chose qu'on a réussi donc pour contrer cette grève, c'est à ne plus verser de salaire, donc elles ne pouvaient plus nourrir leur famille. Donc elles ont été obligées de reprendre le travail. Elles ont repris le travail. Quelques lois ont changé, mais ces femmes-là ont ouvert ont ouvert la brèche. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une femme, il y a eu quelques Coucou Kiki, ça va? Hein? Non. Il y a une femme qui a décidé de dire aux hommes qu'elle était aussi intelligente qu'eux. C'est pas donné, hein. Elle s'appelle, elle a un beau nom d'ailleurs, retenez bien cette femme, Julie Victoire Daubié. Alors, qu'est-ce que cette femme a fait? En fait, la femme n'avait pas accès aux études supérieures après le certificat d'études. Mais c'était marqué nulle part dans la loi. Dans la loi, il n'était pas marqué que la femme ne pouvait pas faire d'études, puisqu'on considérait que la femme avait un plus petit cerveau, donc elle n'était pas capable de le faire. Eh bien, cette femme, à 37 ans, a décidé de prouver aux hommes et à l'État qu'elle était aussi intelligente que n'importe quel homme. Elle s'est donc inscrite au baccalauréat. Mais bon, elle a eu du mal, hein, parce que évidemment, on a essayé de lui mettre les bâtons dans les roues. Donc, elle s'est inscrite au baccalauréat et elle a récolté 6 boules rouges, 3 boules blanches et une boule noire. Alors, c'était le système de notation de l'époque. Il n'y avait pas de notes, a priori. Rouge, c'était ce qu'on avait appris et qui était acquis. Blanc, c'est ce qu'on avait acquis seul. Et noir, c'est ce qu'on n'avait pas acquis du tout. Donc, elle a eu son bac. Drame chez les hommes. Comment une femme peut-elle avoir son bac? Comment une femme peut-elle être plus intelligente que la majorité des hommes? Car je vous rappelle qu'en 1861, seuls 4% de la population masculine avait le bac. Ça situe bien le truc quand même, hein. Donc cette Julie Daubié prouve que tu peux être une femme et être intelligente. Et alors, comment est-ce qu'on réagit les hommes et la presse? Eh bien ça, vous n'allez pas vous y attendre. D'abord, il y a eu une campagne de désinformation sous-tendant que Julie n'était pas une femme. Ensuite, il y a eu la désinformation que Julie était coupable de saphisme. En gros, elle jouait le rôle de l'homme dans une relation charnelle avec une femme. Ce que nous, aujourd'hui, on appellerait les camionneurs. Vous voyez ce que je veux dire? Cette femme a donc été obligée, en 1861, de faire paraître des photos
absolument ahurissante, où elle se, Cucubéa, où elle se pavanait dans des vêtements de femmes et des parures de femmes de la haute bourgeoisie. Oui, parce qu'à l'époque, ils n'allaient pas voir sous la jupe de madame pour savoir si elle vivait comme une femme, elle était considérée comme une femme. Quand on parlera du chevalier d'Éon, retenez bien cette phrase. La religion est offusquée. Comment une femme qui n'est pas soumise à Dieu? Oui, parce que pour la religion, les seuls qui ont la capacité d'instruire sont les prêtres et les ordres dédiés à l'instruction. Puis les sœurs, les moniales et les missionnaires. Pour l'Église, l'instruction ne doit pas sortir de ça. Imaginez-vous une femme qui arrive, nu-tête, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas de chapeau, qui a le bac, qui a une autonomie financière, oui, et qui le revendique. Comme dit Lila Belle, il y avait de quoi mettre la moitié de la France en PLS. Et alors, la guerre de 70 va beaucoup changer les choses parce que les hommes étant sur le front, les hommes produisent, les femmes produisent, et donc petit à petit vont être amenés à prendre des décisions, puisqu'il n'y a pas d'hommes. Bisous ma Béa, fais attention sur la route. Seulement, toutes les guerres finissent un jour. Et donc les femmes ont été obligées de rentrer chez elles. Eh oui, les hommes sont rentrés. Donc, il y a des employeurs qui ont produit des lettres à l'État en expliquant, je vous cite la lettre. Étant donné qu'on m'a proposé d'embaucher une femme et que sur les conseils avisés de mes collègues et amis, il m'a été répété qu'embaucher une femme était embaucher des problèmes. Je me vois à ce jour dans l'impossibilité d'embaucher une femme, préférant ne plus produire que de m'opposer à des harpies en manque de reconnaissance. À qui, à votre avis, était adressé ce courrier ? Au président de l'Assemblée nationale. Pour dire on ne veut pas de femmes. Alors, président du conseil, parce que nous, voilà. C'est quand même extraordinaire. Donc, le problème, c'est que si les hommes reviennent à la production, les prix vont remonter. Pourquoi ? Parce que l'homme est payé 4 fois plus cher que la femme. Et qu'il faut repeupler la France après cette guerre. Et circule une petite chanson dans les publicités de l'époque
En voulez-vous de la canne? La canne à sucre, c'est bon, c'est meilleur. La banane, chacun la trouve à son goût. Mesdames, je vous recommande de profiter de l'occasion et de vous montrer gourmande pour la repopulation. Donc, on met en place un système politique où la femme redevient ce que l'Église lui a assigné comme tâche, une pouponnière. Et on fixe des objectifs de grossesse à la femme. Si la femme n'a pas mis au monde 4 enfants viables, elle ne peut pas demander l'émancipation. Alors, je voudrais bien faire un sondage parmi vous pour savoir combien de femmes, enfin combien d'enfants vous avez. Mais aujourd'hui, une femme qui a 4 enfants, c'est considéré comme famille nombreuse. Donc, mesdames, fin du 19e, début du 20e, si vous n'avez pas 4 enfants, vous ne pouvez pas être émancipé, vous n'êtes pas considéré comme un être supérieur. Voilà. Et ça arrange tout le monde. La religion, l'industrie, mais ça n'arrange pas les affaires des femmes, qui sont de nouveau prises pour des, excusez-moi, poules pondeuses. Or, l'homme étant inconstant, naît la guerre de 14-18, qui est une guerre extrêmement meurtrière et qui rappelle de force les femmes à l'industrie. Mais les femmes, elles ne veulent plus être traitées comme la guerre de 70. C'est-à-dire qu'elles demandent au gouvernement la possibilité de gérer elles-mêmes l'argent du ménage. Non, c'est non. Il n'y a pas de sexualisation comme en Inde ou comme en Chine. Pas du tout. En fait, les hommes qui partent à la guerre de 1914 vont signer des dérogations bancaires, notamment, mais aussi de gestion du patrimoine aux femmes pour qu'elles puissent subvenir à l'état de la famille. Ben oui, on leur a demandé 4 enfants par femme, ce qui est énorme. Donc en 14-18, pendant 4 ans, elles vont gérer l'état de patrimoine de la femme, en sachant encore que les lois bancaires étant toujours sexistes. Mais comme elles ont un papier signé de leur époux, elles peuvent le gérer. C'est à cette époque-là qu'on invente, à juste titre, le délit de faux et usage de faux. Parce qu'une femme n'est pas plus bête qu'un homme. Elle se dit, Starful wesh ma gueule, il n'a pas voulu me le faire, personne ne le saura, il est à Verdun, vas-y que je te fais le papier. Voilà. Évidemment, dans un français beaucoup plus soutenu et châtié que ce que je viens de dire.
Mais donc la femme va gérer. Et comme la femme travaille, et que à cette époque-là, l'Église est toujours présente, même si elle ne l'est plus, loi de 1905 oblige aussi politiquement, mais la femme, dans l'histoire de l'industrialisation, le 7e jour, Dieu se reposa, et l'homme aussi. Donc la femme se repose le dimanche. Mais comme elle est fatiguée, et on peut le comprendre, de sa semaine de travail, elle ne se rend plus à l'église. Oui, madame. Et comme la femme prend une autonomie, elle va choisir, elle seule, les tenants et les aboutissants de l'instruction. Et l'instruction, les femmes, qui ont toujours été dénigrées par les politiques, par l'Église, ces femmes-là vont avoir un rôle prédominant dans l'instruction civile. Et on voit toutes les lois sur l'obligation de l'instruction, sur l'obligation de la scolarisation et la pérennisation de l'instruction citoyenne avec des écoles de la République qui s'opposent aux écoles religieuses. Et comme les hommes ne sont plus là, qui de mieux qu'une femme pour instruire des enfants que de toute façon elle instruit elle-même à la maison. Donc on confie aux femmes l'instruction des petites classes. Il est déshonorant pour un homme de changer les couches d'un enfant, mais pas pour une femme. Arrive la fin de la guerre, arrive l'envie pour les populations de, tourner définitivement, et on verra ce que ça va donner, le dos à la guerre avec son ennemi juré, la Prusse, qui deviendra l'Allemagne, et va, j'allais dire, s'emparer de la France une certaine frénésie de vivre avec un début de mélange des genres. Pour l'histoire, Mistinguett fait un triomphe au Moulin Rouge. Joséphine Baker arrive en France en 1925 au Théâtre des Champs-Élysées avec sa revue à grand spectacle qui s'appelle la Revue Nègre. Et on va... Alors, je vais laisser Lila Belle s'occuper de toi. Déjà, t'écris pas en français. Tu viens sur un live dont ce n'est pas le sujet. Donc, personnellement, j'en ai rien à faire de ce que tu dis. Tu prends pas les gens à partie. Et Molly a été très claire, c'est pas le sujet du live. Donc, soit tu t'arrêtes, soit on te raccompagne à la sortie. Tout le monde s'en fout de ton avis. Voilà, je préfère te le dire. Et les filles te le diront aussi. Ton avis, tout le monde s'en tape. Voilà. Surtout quand on n'écrit même pas en français.
Donc, la femme va exploser sociétalement. Les jupes vont se raccourcir. Coco Chanel va libérer la femme du corset. Une silhouette beaucoup plus fluide va être à la mode. Et la mode n'est plus aux cheveux longs. On assiste au boom de ce qu'on appelle la coupe à la garçonne. La coupe à la garçonne, c'est une coupe qui est un tout petit peu plus courte que ça. Alors les femmes qui n'osent pas la garçonne, qui est vraiment courte, vont oser ce carré plongeant, court, qui est vraiment le synonyme de la silhouette de l'entre-deux-guerres. Et la femme va... Ah si, il y avait des décolletés. Si, ça y est. Non, bah justement, les années 30, c'est pas les Anglais, c'est les Français, c'est Coco Chanel. C'est les créateurs français qui vont libérer la femme. Regardez ce qui se passe dans le même temps en Angleterre et aux États-Unis. Les femmes sont engoncées dans des vêtements très très hauts, etc. Mais bien sûr, les femmes de bonnes mœurs, voilà, les femmes de bonnes mœurs, si tu veux, est considérée comme bonne mœurs la femme mariée. Le décolleté plongeant, là, on ne l'a pas inventé dans l'entre-deux-guerres. Il suffit de voir la cour de Louis XIII, la cour de Louis XIV à Versailles et après, le décolleté, il est à ras le mamelon. Si tu n'es pas marié, tu es de mauvaise mœurs. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les femmes, on a parlé déjà de George Sand ici. George Sand, en tant que femme épouse, qui ne peut pas écrire avec son nom de femme, va prendre le nom de George Sand pour pouvoir exprimer ses idées au même titre qu'un homme et toucher le salaire correspondant à ses écrits. Colette, tout le monde connaît Colette. Colette a eu énormément de mal à toucher l'argent qui émanait de ses écrits parce que c'était une femme. En plus de mauvaise réputation, car elle faisait l'apologie de sa faute. Mais beaucoup de gens, de femmes, même Sarah Bernard, à la fin de sa vie, Sarah Bernard qui, vous savez, était l'amoureuse transie de Sacha Guitry et qui, ne pouvant pas l'avoir parce que Sacha Guitry pensait que Sarah Bernard avait trop de caractère pour lui, s'est entourée d'un zoo particulier. Elle avait python, panthère, guépard, tout ça joyeusement en liberté dans son appartement, bien sûr, ce qui posait quand même un certain nombre de choses, de problèmes. Et elle était aussi considérée comme une femme de mauvaise vie parce que reine du théâtre. Joséphine Baker devient une femme d'affaires et donc notoirement propriétaire, mais officiellement, c'était son mari. D'ailleurs, elle va en changer très très souvent, Joséphine. Hein. Elle ne va pas s'embêter.
Donc, ce que je veux dire, c'est que la femme, malgré sa déficience mentale, a toujours été beaucoup plus maligne que l'homme, c'est-à-dire qu'elle s'est servie de l'homme pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, je retiens à préciser à Mitra que la vidéo qu'il a faite, notamment sur le fait que je me serve de John pour vivre, lui te répondrait que je suis né pour dépenser son argent. Mais que si ça fait 15 ans qu'on trouve notre équilibre là-dedans, et en plus, c'est pas totalement vrai, je dépense pas autant d'argent que ça, enfin un petit peu, mais voilà. Et que la seule chose qu'on ne se cache pas, c'est justement ça. C'est aussi ça l'émancipation de la femme, Mitra. Mais qu'est-ce que tu veux connaître dans l'émancipation alors que tu as un petit poids qui fait grelot? Et pas que dans la tête. Donc, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Ah ben, Valval, encore plus. Mais il faut qu'il se sente vivre. La Deuxième Guerre mondiale, oui, non, il a dit que je volais la carte de paiement de John dans son dos pour dépenser de l'argent pour me maintenir à flot sans qu'il soit prévenu. Alors même si on n'est pas à 10 balles près, je peux vous dire que, et vous connaissez tous le système, dans les comptes qu'on a maintenant, quand on fait un paiement, ben on a un SMS, quoi. Oui, mais en gros, c'est ce qu'il a voulu dire. Donc, excusez-moi de vous le dire, John est parfaitement conscient de ce qu'il fait. C'est ridicule, ouais, mais c'est drôle parce que ça montre quand même que certains hommes n'ont pas vu leur cerveau se développer autant que les autres. Bref. Exactement. Ça vient de tellement bas que c'est difficile de se baisser pour... voilà. Donc, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Et alors là, la Deuxième Guerre mondiale va changer la façon de voir. Ah oui, ça c'est clair, Nicolas. Va changer la façon de voir les choses, va changer la façon de voir la femme, parce que évidemment, elle est obligée de retourner en usine. Mais que contrairement à ce qui s'est passé en 70 et en 14-18, à la fin du conflit, la femme ne veut plus retourner chez elle. Et la femme va, à partir de 36, obtenir des droits, mais à partir de 45, va imposer l'égalité. Et elle va avoir beaucoup de facilité de l'imposer parce que, à la fin de 45, il y a 4 femmes pour un homme. Alors vous me direz, l'homme a le choix, mais c'est surtout la femme qui a le droit de se prendre en main. Et donc, on obtient le droit de vote, l'émancipation bancaire dans les années 70, et pour autant, on n'obtient pas l'émancipation du corps. Il va falloir 2 événements dans les années 70 pour que la femme obtienne enfin le droit de gérer son propre corps. 1, la plaidoirie.
la plaidoirie, de Gisèle Halimi historique, qui défend une jeune fille qui a subi une agression S, qui est tombée enceinte suite à cette agression, qui a avorté clandestinement, et l'agresseur, avec le soutien de l'Église, a déposé plainte contre cette jeune fille qui a été condamnée. Pas un modèle, du tout. Alors moi, Gisèle Halimi n'est pas un modèle, mais on parle de sa plaidoirie, on ne parle pas de la femme, d'accord? On parle de sa plaidoirie, qui est un événement. Parce que Gisèle Halimi, pour moi, n'est absolument pas un modèle de féminisme. C'est-à-dire que Gisèle Halimi plaidait pour l'inversion des pouvoirs. C'est-à-dire, tout le pouvoir aux hommes fait tout le pouvoir aux femmes. Non. Le pouvoir doit être, à mon avis, égal l'un et l'autre. Mais là, on comprend que la femme va demander d'être maîtresse de son propre corps. Et il y a le discours absolument magistral de Simone Veil qui va légaliser l'avortement. Alors vous allez me dire, ça paraît normal maintenant, pas tant que ça. Au niveau de l'émancipation bancaire, la dernière loi d'émancipation bancaire des femmes date de 2021. En effet, depuis le 1er janvier 2022, il est interdit à tout employeur, public ou privé, de verser un salaire sur un compte qui n'est pas au libellé de l'employé. Jusqu'en 2021, c'était possible. Il pouvait donc y avoir une captation du salaire de la femme par l'homme. Et c'est par cette loi qu'on obtient la dernière émancipation bancaire de la femme, à savoir, elle doit toucher son salaire à son nom dans un établissement bancaire. Vous voyez que ce n'est pas si ancien que ça. Et il faudra attendre 2022 pour qu'on propose et qu'on modifie la 5e Constitution pour pouvoir pérenniser le droit à l'avortement. Fais attention sur la route, Abby. Voilà. Donc vous voyez que les lois l'égalité homme-femme, même si elle est réclamée et si elle paraît quelque chose d'inné chez beaucoup de gens, elle ne l'est pas encore. Ou elle le devient par des lois qui sont somme toute récentes. Et pourquoi aujourd'hui on a un problème avec les religions? Parce qu'on l'a vu, les religions sont contre l'égalité homme-femme. Le principe de la religion est de dire l'homme et la femme sont complémentaires.
L'homme ordonne, la femme obéit. C'est ça la complémentarité du rôle de la femme dans la religion. Et d'ailleurs, on l'a vu. Quand on a fait le live sur Marie, comment est-ce que Jésus s'adresse à sa mère? Il l'appelle femme. Que me veux-tu, femme? Pendant les noces de Canaan. On connaît tous la sourate 33, verset 59, qui demande à la femme de se couvrir pour se protéger. Bref, la place de la femme dans la religion est extrêmement précaire. Et dans la religion catholique, alors ça a tendance à évoluer, mais par exemple pas encore en France, mais en Irlande, il y a des femmes ordonnées prêtres. La France n'est pas encore prête à sauter le pas. Et quand on voit le retour en religion de certains, ça peut se poser, on peut supposer que l'égalité de la femme va être remise en question. Pourquoi, par exemple, les musulmans poussent les chrétiens à demander l'abrogation et la création d'un délit de blasphème? Parce que si la France, qui est chrétienne d'origine, obtient le fait que le blasphème soit un délit, alors la religion musulmane va s'infiltrer là-dedans, va s'engouffrer pour museler la population qui oserait critiquer une religion, et a fortiori l'islam. Donc, contrairement à ce que disent les féministes de 2025, qui soutiennent le droit de la femme avant tout, c'est aujourd'hui la liberté d'expression de critiquer un dogme, évidemment. La femme qui soutient, la femme féministe aujourd'hui qui soutient le droit de la femme de se vêtir comme elle veut, en oubliant le symbole de soumission qu'est le voile, c'est du féminisme en carton. Comment est-ce que une femme qui veut l'égalité avec l'homme peut considérer qu'un outil de soumission de la femme peut être un symbole d'égalité, de protection même? Je le répète, oui. Je vais relire le passage pour bien que vous l'aimiez bien dans la tête. Ô prophète, demande à tes épouses, à tes filles et aux femmes de croyants de rabattre sur elles leurs voilettes. C'est le meilleur moyen qu'elles ont de se faire connaître et de ne pas être importunées. Le voile n'a donc pas de signification religieuse. Comme saint Paul dans Timothée 1 pouvait demander à la femme qui prie d'être humble vis-à-vis de son Seigneur et de se couvrir la tête, uniquement quand elle prie. La religion musulmane dit que pour protéger la femme, on doit la cacher. Et la cacher de qui ou de quoi? Évidemment, de l'homme. Parce que même face à un chien, le voile ne changera rien. Si le chien veut attaquer la femme, le voile ne va pas la protéger. Le chien, l'animal, je ne parle pas de Mitra.
Donc, oui, il y a une égalité homme-femme latente. Non, elle n'est pas encore gagnée. Et nous, en tant que femmes, on doit absolument défendre notre précaré et consolider les lois. Ben ça, c'est l'instruction. Dit la belle, on pourra faire un live sur l'instruction et il y en a beaucoup à dire et tu le sais. Et j'aurais besoin de toi, puisque là, tes parents étant tous les deux instituteurs, on pourra parler de la réforme de l'instruction notamment. Mais la religion, les religions qui ne sont pas de gauche, ne sont pas pour l'égalité parce que l'homme perdrait ses droits sur la femme. Et donc, ses droits financiers, les droits, la loi salique. Alors, est-ce que vous connaissez tous la loi salique qui s'est imposée en France jusqu'à Napoléon III, qui déshérite les filles et les seconds-nés. Tous les biens familiaux reviennent au premier-né si c'est un homme. Ce qui interdit, par exemple, la route du trône à toutes les femmes. Et comme les femmes n'avaient pas bien compris et qu'elles ont régné en tant que régentes parce que couronnées, donc loin de l'Esprit de Dieu, Catherine de Médicis et Marie de Médicis ont régné. Et comme on n'a pas pu les virer parce qu'elles étaient loin de l'Esprit de Dieu, eh bien, après Catherine de Médicis, il n'y avait plus de reine de France en tant que titre, mais elles étaient reines de France parce que épouses du roi. Ce qui leur interdisait la route du pouvoir. Ce qui explique qu'à la mort de Louis XIV, il n'y a pas eu de régente. Madame de Maintenon aurait pu être considérée comme régente de France. Non, il a nommé un conseil de régence avec Gaston d'Orléans et son fils par le dessous de Madame de Montespan, le duc du Maine. Interdisant ainsi à la femme de régner et de gouverner. Et celui qui a remis le rôle de la femme en tant que génitrice, c'est celui que beaucoup de Français bonapartistes aiment, à savoir Napoléon. Pourquoi Napoléon se débarrasse de Joséphine de Beauharnais dans un divorce infamant? C'est parce qu'elle ne peut pas lui donner d'enfant. Or, Madame de Beauharnais a déjà des enfants. Donc on ne peut pas penser qu'elle est stérile, si ce n'est par l'âge. Et on s'apercevra que Napoléon a un bâtard. C'est un complot de la mère pour savoir si Bonaparte pouvait enfanter. Les deux ayant des enfants de leur côté, mais ne pouvant pas en faire ensemble, et ça arrive souvent, eh bien, ils demandent le divorce pour épouser en secondes noces, de façon fortuite, Marie-Louise, devenant donc, et là c'est quand même drôle, le neveu de celui
qui l'a fait décapiter. Eh oui, Marie-Louise étant la nièce de Marie-Antoinette, Napoléon, en épousant Marie-Louise, devient donc le neveu par alliance, si vous voulez, de Marie-Antoinette et donc lié au roi de France. Il devient donc un Habsbourg par alliance, ce qui est drôle par rapport à ce qu'il va faire au Habsbourg tout au long de sa vie. Voilà. Donc, effectivement, la mère de Napoléon était intelligente, Garofalo avait tort, la femme a certes une boîte crânienne un peu plus petite que l'homme, mais elle reste l'égale de l'homme quant à l'intelligence. Alors, pourquoi Garofalo, pour répondre à Silver, Garofalo n'a pas statué sur, la boîte crânienne des hommes de couleur, parce que on considérait alors que l'homme de couleur était le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Et que son cerveau, enfin, sa boîte crânienne s'identifiait particulièrement au singe. Or, si on a 99% de notre ADN qui est compatible avec les bonobos, on a un certain nombre de choses en plus. Or, la science de l'époque considérait que les hommes de couleur, ou les femmes, enfin, voilà, la population de couleur n'avait pas ces choses en plus. Donc, on ne pouvait pas leur attribuer la même loi que pour les autres. C'est terrible, hein, le 19e a été terrible pour les droits de l'homme. Mais, en même temps, a été une avancée majeure pour ces droits. Sauf que pour pouvoir avancer et changer le droit, il a fallu le reconnaître. Alors, Darwin, c'est différent. L'homme descend du singe par l'évolution. Pour Darwin, en fait, l'homme a dû évoluer pour pouvoir rester en vie. Donc, l'homo erectus, l'homo sapiens sapiens, etc. C'est-à-dire qu'il s'est redressé pour pouvoir notamment chasser, et sa nourriture a fait qu'il a perdu ses poils. Enfin, pas tous, hein. Puis, entre l'homme évolué et le bonobo, on a les mitras, qui reste encore une énigme pour la science intellectuelle. Exactement. Oh là 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 là. Ben non, justement, parce que Momo, elle a un cerveau qui s'est mal développé, peu chérette. Mais est-ce qu'on peut lui en tenir rigueur? Non, parce qu'elle, c'est dû à une maladie. Donc, je pense qu'il est inutile ici de préciser que l'homme ne peut pas être tenu responsable des maladies qu'il a. Sauf certaines, et encore. Est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'on a abordé énormément de notions, mais on a parlé là de la place de la femme dans la société française. Et j'insiste bien sur le mot française. La place de la femme dans le monde n'a pas évolué à la même vitesse.
Et il y a des pays, on parlera notamment de l'Algérie, qui a accordé le droit de vote aux femmes beaucoup plus tôt. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'évidemment les Algériens s'en vantent. Mais ils oublient de dire pourquoi est-ce que les Algériennes ont pu voter avant les Françaises. Parce que pour pouvoir s'imposer en système politique communiste, bah, il fallait bien que les femmes donnent leur avis. C'est marxiste. Non, c'est pas curieux, c'est politique. Faire croire à la femme qu'elle prend une décision, ils sont quand même spécialistes. C'est moi qui choisis de me voiler. Non. Tu choisis de le mettre parce qu'on t'a inculqué de le faire. N'importe quelle femme qui se sent en danger va chercher les moyens de se protéger. Et dans les banlieues qui nous occupent, par exemple Noisy-le-Sec, il est quand même plus confortable pour la femme. C'est lié, non, c'est surtout lié au fait qu'il fallait leur donner, en fait, comment vous dire ça? Il fallait dire aux colons que le droit, j'ai dû, enfin, je veux sortir de la réserve juridique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a gonflé artificiellement les votes pour obtenir un résultat qu'on n'avait pas au début. Voilà. Si les femmes n'avaient pas pu voter, ils n'auraient pas obtenu ce vote-là, et donc cette espèce d'enfermement politique. Exactement, Dog Girl. C'est ce qu'on appelle... et d'ailleurs, pourquoi, quand on parle de non-choix, dans toutes les religions au monde, sauf chez les musulmans, on a le choix d'être accepté religieusement ou pas. Je veux dire que si vous naissez dans une famille catholique, une famille protestante, une famille juive, la religion de vos parents ne vous est pas inculquée automatiquement. Ce qui veut dire que si vous ne passez pas l'épreuve, par exemple pour les catholiques de la première communion, même si vous avez été accepté dans la société en tant qu'individu puisque vous avez été baptisé, si vous n'avez pas fait le pas d'aller vers la religion, c'est-à-dire la formation nécessaire qui vous amènera à la première communion, alors vous n'êtes pas considéré comme catholique, mais comme chrétien. La nuance est ténue, mais elle a son importance. Alors que la religion musulmane est la seule religion qui va imposer au nouveau-né la religion de ses parents, sans possibilité d'en sortir. Un enfant né de parents musulmans est forcément musulman. Même si dans les faits, il est athée. Alors, je sais que la nuance, elle est bizarre à entendre, mais elle est vraiment importante. Nombre d'entre vous, nés de familles catholiques, ont été baptisés mais n'ont pas été plus loin, et donc ne se considèrent pas comme engagés religieusement. Or, dans la religion musulmane, il y a une obligation d'être musulman en naissant de famille musulmane. Et il y a même des lois dans certains pays, et on va parler de la loi du 29 février 2003 algérienne, qui interdit
aux musulmans de se convertir. Une loi républicaine pour gérer une croyance. On est au fait de l'hypocrisie. Voilà ce qu'il fallait dire sur la place de la femme aujourd'hui. On peut rentrer plus dans les détails si vous voulez. Personnellement, et ça c'est ma façon de faire, si on fait un live de vulgarisation, il ne faut pas charger au niveau des dates, mais je peux le faire hein, très très bien. On peut citer toutes les lois. Les adultes qui se font baptiser sont obligés de passer par la première communion? Oui. Tu ne peux rentrer dans la religion catholique que si tu participes au sacrement suprême du partage du corps du Christ. L'Eucharistie est comment dire, le rite obligatoire pour être catholique, comme pour être juif, pour un garçon, si tu ne fais pas ta bar mitzvah, c'est-à-dire si tu n'es pas... Non, pas forcément. La confirmation va arriver plus tard et la confirmation veut être un message... quand tu fais ta première communion, tu n'es pas censé évangéliser les autres. Quand tu fais la confirmation, oui, puisque tu es censé être instruit dans le fait d'instruire. C'est compliqué. C'est-à-dire que tu ne peux pas être catéchiste si tu n'as pas fait ta confirmation. Alors, c'est des choses dans les familles catholiques, par exemple comme la mienne, où on est baptisé à 3 mois, on fait sa première communion, on fait sa confirmation, et puis après, vaille que vaille. Voilà. C'est aussi je vais vous le dire, hein, une hypocrisie vis-à-vis de la religion. Mais c'est très important dans le judaïsme. Si l'enfant, le garçon, ne fait pas sa bar mitzvah, il ne peut pas être accueilli dans l'assemblée des hommes. Eh oui. L'assemblée des hommes. Ce qui laisse augurer du droit de la femme dans la religion judaïque. Et d'ailleurs, alors je ne connais plus, je ne me rappelle plus du nom, je sais que c'est des orthodoxes, je ne me rappelle plus du nom de cette tribu, qui considère que l'homme a été mis sur terre pour prier Dieu, l'homme avec un petit H, et la femme pour trimer à la place de l'homme. C'est-à-dire que la femme, elle régénère le nom, elle travaille, elle fait vivre la famille, elle entretient la famille, elle entretient l'homme aussi, et elle élève les enfants. L'homme considère que sa vie est vouée à Dieu. C'est une façon de voir. Ah, on a l'inculte qui arrive. Ouais. Alors, il y a une série d'ailleurs qui est très intéressante qui s'appelle Unorthodox sur Netflix qui, en 8 ou 10 épisodes, je crois, c'est une autobiographie. Donc, ça s'appelle Unorthodox. C'est une femme qui appartient justement à cette ethnie qui va être mariée de force à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'aime pas, et elle va vouloir s'en séparer, et donc va fuir New York. Alors, Géo, je vais appliquer le nouveau règlement pour toi.
C'est-à-dire que tes insanités masculinistes, tu te les gardes pour toi. D'accord? Donc, on va faire ça pour l'instant. Il est muté. Ça s'appelle un orthodoxe. Ah non, j'ai pas vu ta question, alors attends. Non, j'ai pas vu, tu peux la reposer parce que je l'ai pas vue. Oui, mais moi aussi. Donc les choses, elles sont claires. C'est sûr que les religions ne vont pas avec l'égalité des sexes. Elle est très, alors très intéressante. Attention, elle est. Après, il y a un rebondissement, etc. Donc, mais elle est très crue dans les sentiments. Il n'y a pas de violence particulière et tout, mais c'est extrêmement cru dans les sentiments. Et moi, ça m'a choqué. Et c'est issu d'une histoire vraie. Donc, donc voilà. Et c'est là que j'ai appris notamment l'histoire du Strumel. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, le nom de la série, c'est Un Orthodoxe. UN et orthodoxe. Ah oui, non, c'est... Ouais, c'est clair. Attendez, je vais rentrer sur le live pour essayer de vous l'écrire. C'est ça qui est bien avec c'est que il n'hésite pas. Voilà, il y a un E à la fin. Non, mais fallait pas relever Asia. C'est une bon, elle est provocatrice, mais bon, c'est peut-être l'exception du cerveau féminin étriqué. Oui, c'est un titre barré qui signifie qu'en fait elle veut sortir de là, mais il faut voir le truc pour comprendre. Parce que alors par contre, ne faites pas quelque chose en même temps, parce que les images ont un énorme poids vu qu'elles parlent assez peu. Donc il y a des moments où on peut être très 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 vite perdu. Euh, on peut être très très vite perdu si en fait on regarde ailleurs ou quoi que ce soit. Donc faites pas comme moi où moi je fais du crochet en même temps et à des fois je suis obligé de revenir en arrière parce que j'ai pas compris. Voilà. Sur Netflix, ouais.
D'ailleurs, la comédienne, celle qui joue le rôle principal, est quand même assez extraordinaire. Envoie-la-moi en privé, Silver. Puisque là, je peux te voir en privé, puisque je suis... Ah, mais c'est clair, moi, c'est... enfin... Alors après, je... Non, mais Silver, envoie-moi ta question en privé, comme ça, je la lirai... je peux la lire maintenant. Le problème de TikTok et de son robot, c'est que c'est pas une intelligence artificielle. Il n'est pas capable de détecter un sens. Il a des mots interdits, et si tu en mets un dans le truc, voilà. Il laisse passer les... comment dire, les gens insultants, les gens étroits d'esprit, mais par contre, il va... Alors, les hommes qui considèrent que la femme est égale, eh bien, sont étonnamment assez peu. On ne peut pas aller chercher, même chez Jean Jaurès, des écrits qui montrent l'égalité de la femme. Et d'ailleurs, dans tous les procès, dans tous les grands événements du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, on ne peut pas considérer que l'homme soutienne la femme dans son esprit de rébellion. Et dans l'histoire, on va considérer l'homme qui soutient la femme, ça ne s'invente pas, comme un homme qui n'est pas en pleine possession de son caractère masculiniste. En gros, les homosexuels. Or, s'il y a une chose qu'on sait aujourd'hui, en sociologie comme dans l'art et la poésie, les femmes et les homosexuels font chemin commun dans un certain nombre de cas, mais ne prennent pas parti ni pour l'un ni pour l'autre quand il en est des droits. Je veux dire que dans le mot homosexuel, et on va le voir chez Verlaine et Rimbaud notamment, la femme qui va ponctuer la vie de Verlaine sera toujours sa meilleure amie et son pire ennemi. Car il se considère comme suffisamment masculin pour être supérieur à sa meilleure amie. On le sait, il va falloir attendre les années 50 pour que la religion catholique cesse réellement d'avoir une importance politique importante. Quand 68 arrive avec il est interdit d'interdire, cela exprime ceux qui sont nés en 1950 ne veulent plus subir le diktat de l'interdiction, l'interdiction n'étant pas celle de la loi, mais de la loi de Dieu. D'ailleurs, l'évolution sociétale fait que depuis 1905, la société a beaucoup plus évolué en un siècle qu'en 19 avant. Vous voyez ce que je veux dire?
L'homme peut être empathique pour la femme, mais ne pas la soutenir dans ses combats d'émancipation. Et c'est encore vrai au XXIe siècle. Hein. On l'a vu avec l'affaire Cazenave, là, qui, au LFI, milite pour une égalité homme-femme, et qui n'en est pas, et qui, de fait, n'en est pas une. Mélenchon n'a jamais été pour l'égalité des hommes et des femmes. Il est déjà même pas pour la démocratie. Il considère que la démocratie est quelque chose d'inutile. C'est quoi ta théorie, Silver? Pas du tout. Alors, absolument pas, parce que en début du XXe siècle, la presse la plus importante, la presse tenait un rôle beaucoup plus important pour la société dans le début du XXe siècle qu'aujourd'hui, notamment la presse écrite. La presse écrite était à ce point rentrée dans les mœurs qu'elle rentrait dans tous les foyers. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, l'information biaisée rentre partout. La vraie information ne rentre nulle part. Qui lit encore le journal officiel? Qui, d'entre vous, lisez journalièrement le journal officiel? C'est-à-dire l'ensemble des décisions politiques et sociétales qui sont prises au nom du peuple. Je suis à peu près persuadé que 95% d'entre vous ne savent même pas où aller le chercher. Dans une ère où l'information semble être le fer de lance de la communication. Oui, moi je le lis, c'est vrai. C'est pour ça que j'arrive à souvent vous parler de sujets très en avance par rapport aux autres, parce que c'est paru au journal officiel. Alors que au XIXe siècle et au XXe siècle, il y avait une page dans tous les journaux qui était consacrée au journal officiel. Sur le site gouvernement.fr. Mimi. Il faut s'abonner, ouais. Alors moi, je suis abonné à Vie Publique, alors, je vais vous dire le nom. C'est gratuit, hein, par contre. Vous recevez ça par mail tous les matins. Il y a Martine qui vient de m'envoyer une vidéo. Il y en a qui vont morfler, je vous le dis. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, évidemment, là, on ne le reçoit pas pendant 15 jours, puisque le gouvernement est en vacances. Donc, je vais chercher... Ouais, il faut que j'aille bien avant le 10 août. Pas vrai, ça, hein? Vie publique, ça s'appelle. En fait, c'est viepublique.fr. Si vous n'êtes pas abonné, par contre, vous ne l'avez pas. Et il vous envoie un rapport journalier des lois qui sont parues et des pistes qui sont parues. Alors là, c'est ce qu'ils appellent le congé d'été normal, et ça va reprendre... vous pouvez vous y abonner sur le site du gouvernement.
Je suis en train de compter, je reçois à peu près 20 mails par semaine. Voilà. Donc, il faut faire, aujourd'hui, pour avoir la vraie information, il faut faire l'effort d'aller le chercher. Qu'à l'époque, les journaux étaient... à l'époque, notamment, il n'y avait pas de licence d'édition. N'importe qui pouvait éditer sa feuille de chou. Aujourd'hui, l'information... Faites une expérience. Vous allez prendre sur la même journée. C'est plus facile de le faire maintenant. Prenez une feuille, à 9 h du matin, vous mettez BFM, vous notez la ligne éditoriale. Vous prenez CNews, vous notez la ligne éditoriale. Vous prenez LCI, la ligne éditoriale, et vous prenez France Info, la ligne éditoriale. D'accord? Eh bien, vous le faites 4 ou 5 fois. Et vous allez vous apercevoir qu'ils ne parlent pas de la même chose. Souvent du même événement, mais avec 4 divergences de vues. Donc, est-ce que c'est de l'information? Non, c'est un avis. La vraie information, c'est-à-dire RYN est un imbécile, on ne le voit nulle part. Par contre, RYN fait du validisme, du prosélytisme religieux, de l'exposition de son manque de culture, il le fait. Voilà ce que ça fait le carton jaune. Par contre, les filles, si vous mettez un carton jaune et que vous mutez pas derrière, ça ne le fait pas. Si on a dit il y a un carton jaune, c'est que vous mutez derrière, ou alors ça ne sert à rien. Alors moi, je mute pour tout le live parce que j'ai la flemme d'aller remontrer le truc, mais voilà. Bonjour, Chagri. Est-ce que nous sommes en train de parler de l'histoire de la laïcité? Quel est le titre du live, Chagri? Allez, vas-y, on va voir si tu sais lire. C'est trop tard. Hein. Si je suis obligé de t'obliger à dire bonjour, c'est qu'il y a, t'as quand même une grosse lacune d'éducation. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui a marqué en titre de live? Ok. Qu'est-ce qu'il y a marqué en titre de live? C'est pas moi qui te le... je te demande pas ton avis. Qu'est-ce qu'il y a marqué en titre de live? Mais libre de quoi? Je te pose une question, je te demande pas ni ce que tu es, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est qu'est-ce qui a marqué? On parle de quoi dans ce live? Cinq, 4, 3, 2, 1. Eh bien, écoute,
Tu pourras reprendre tes cours de lecture à Gaza, c'est déjà un souvenir. Alors, je ne supporte pas les gens qui arrivent, qui t'invectivent comme ça et qui ne savent même pas de quoi on parle. Laisse, Kiki, je vais y aller. Oh, il est mort déjà. Hein. Alors, qu'est-ce que le 49.3 ? Le 49.3, c'est la façon qu'a le gouvernement de maintenir sa feuille de route malgré le vote de l'Assemblée nationale. Si le 49.3 a été inventé, c'est pour contrer la 4e République qui ne présentait pas une majorité suffisante pour donner, c'est pas un passage en force. Le passage en force serait dire que le gouvernement n'a pas vocation à être issu des voix, ce qui est totalement faux. Tous les gouvernements jusqu'à maintenant sont issus de la majorité. Quand tu votes pour quelqu'un, tu ne votes pas pour lui, mais tu votes pour les idées. Enfin, en principe, le vote, c'est ça. Tu votes pour les idées qu'il défend. Donc, il va prendre des décisions en fonction de ses idées. Aujourd'hui, on a dévoyé le vote en ne votant pas pour, mais contre. Ce qui est totalement une hérésie. Le vote, c'est l'acceptation par l'ensemble des votants de l'idéologie dans laquelle on va amener le pays. On a voté contre Marine Le Pen, pour Macron, 2 fois. Est-ce qu'il s'agit d'un passage en force ? Non. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur des votants ? Oui. Or, celui qui a été élu est dans son bon droit de considérer que la politique qu'il a proposée a été choisie par le peuple. Donc, si aucune majorité au Parlement se fait sentir, il peut dire « mais le peuple m'a élu pour ça, alors on le fait passer ». Il n'y a pas de passage en force puisque les politiques détiennent le pouvoir du peuple. Et d'ailleurs, souvent, le peuple n'assume pas. Pourquoi Mélenchon ? Pourquoi la religion musulmane, pourquoi la religion catholique sont contre la démocratie ? Parce que qui dit démocratie, dit on demande l'avis des autres. Or, eux, étant persuadés d'avoir la sainte lumière, ils en ont rien à foutre de savoir ce qui se passe en bas. Et donc, Memel Ier, mais évidemment, c'est un levier de gouvernement. Si les Français ne veulent pas du 49.3, il faut qu'ils votent. Vraiment. Et qu'ils votent pour l'idée et non pas contre l'autre. Voilà. Je veux dire, moi je milite pour le RN. Je suis au RN.
je vais voter pour le RN. Si on va dire que le RN n'est pas au deuxième tour des présidentielles, je voterai blanc. Puisque je ne peux pas donner ma voix à une idée ou à une autre qui ne soutient pas le candidat pour lequel je suis. Donc là, on peut dire vraiment que la démocratie joue son rôle puisqu'on va élire une idée. Aujourd'hui, on vote contre. Et donc, on a ce résultat qui est ahurissant, puisque Bayrou n'est pas, par exemple, légitime. On ne sait pas, papillote, on ne sait pas. Par contre, si on suit le principe, ça serait un gouvernement RN. Pourquoi? Parce que le RN a le nombre de députés le plus important, qui ne font pas la majorité. Vous voyez le truc? Il faut... C'est pour ça que le 49.3 n'est pas une hérésie politique. L'hérésie politique a été, notamment chez Borne, de s'en servir tout le temps parce qu'elle avait été élue pour ça. Pour ce programme-là, il aurait fallu, à ce moment-là, que Macron soit beaucoup plus à l'écoute des choses et dissoudre tout de suite. Dissoudre tout de suite. Et là, on aurait pu revoir les choses. Et non pas dissoudre comme il l'a fait bêtement dans une période d'incertitude. Pour avoir la certitude de la légitimité de son vote, il faut pouvoir proposer au peuple une réponse qui va dans l'ensemble du truc. Et regardez pourquoi, notamment les frères musulmans, vont dire le vote c'est haram. C'est uniquement pour laisser à une tête dirigeante le soin de gouverner pour eux. On va prendre une théocratie telle que l'Iran. Le peuple va élire un gouvernement, mais ce gouvernement est féodé au mollah, qui lui n'est pas choisi par le peuple, pas choisi par les croyants, et qui passe son pouvoir de façon totalement obscure. Donc le gouvernement en Iran pourrait être de gauche à partir du moment où il est féodé à une religion. Les religions n'ont jamais été de gauche. Eh bien, si vous voulez, le pouvoir politique ne fait que signer pour les mollahs. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, mais que si tu n'es pas d'accord, on ne te donne pas la parole et que tu veux le pouvoir inclut l'argent, inclut tout un tas de choses, eh bien tu vas dire OK au mollah. Voilà. Et c'est ce que veulent les religions. Les religions ne veulent pas qu'on leur dise qu'on soit d'accord ou pas. Les religions veulent le pouvoir. Voilà. Comme, regardez, Béni va prendre le pouvoir, à votre avis, à Gaza. C'est vrai que la mitraillette, ça a un super bruit pour pouvoir être bercé. Ça va, Kiki?
Bon, allez. Ça fait déjà 2 heures qu'on est sur ce sujet. On a à peu près parlé de tout sur le sujet. J'espère que ça a été fructueux pour vous. Et demain, on va tirer les conclusions, en fait, du rôle de la femme. Oui, du rôle de la femme, c'est-à-dire quel est le danger du retour des religions pour notre société. Ça, on verra ça demain. Et donc, et on verra notamment le scandale de la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, la laïcisation de la société et tout ça. On reviendra sur Noisy-le-Sec, on reviendra sur l'incapacité de certains à voir dans la société un avenir, la différence entre le pouvoir de Dieu et le pouvoir de l'homme, et le manque d'instruction qui devient criant, notamment des religieux. Plus on est religieux, moins on est instruit. Ça va souvent de pair et vous le voyez dans les lives. Voilà. La halalisation de toute façon de la société va être très présente cette semaine parce qu'il y a de plus en plus d'événements. Bah, ouais, vu comme t'écris, il n'a pas dû te guider bien loin. Et pour te guider, il aurait fallu qu'il existe. Or, tu peux croire à une entité, mais tu ne peux pas lui demander de t'instruire. Je vous fais un bisou à tous. Je vous dis à demain ou à ce soir, pour ce que je verrai. Ok? Bisous!